La grosse maladie de l'animation japonaise aujourd'hui, c'est le nombre de productions. Il est beaucoup trop élevé. 300 300 séries produites en un an au Japon. Donc il n'y a pas le temps en fait d'investir la qualité. Donc il n'y a pas le temps. Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors ils ont travaillé sur Pokémon, Dragon Ball, Digimon, My Hero Academia, JoJo Bizarre Adventure ou même des jeux vidéo comme Final Fantasy. Eh bien j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui travaillent dans le monde de l'animation japonaise. Le sujet est tellement vaste que vous allez avoir deux vidéos là-dessus. Donc il va y avoir une première vidéo où on va parler de tout l'envers du décor de la création de l'anime, etc. et où on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram puisque je vous ai demandé justement de me poser vos questions. Et dans une deuxième partie, eh bien, on traitera vraiment de la réalité du monde de l'animation japonaise avec les véritables conditions de travail. On comparera par rapport aux clichés que l'on peut avoir, etc. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait. À un moment, je m'étais retrouvé à bosser sur JoJo et sur Hiroaka en même temps. Et j'ai passé 3 semaines à dormir dans un studio tout en allant prendre ma douche dans une salle de gym. Il y a beaucoup de femmes en fait. On n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de femmes qui sont animateurs, qui travaillent dans les jeux vidéo, dans l'animation et tout, comparé à la France ou d'autres pays. Là, ça c'était une petite mise en bouche de ce qui vous attendra sur la chaîne la semaine prochaine, donc soyez là. Et en attendant, je vous propose de découvrir tout de suite nos invités qui travaillent dans ce milieu de l'animation japonaise et qui vont répondre à des questions que l'on s'est tous posées à un moment, des questions qui sont restées trop longtemps en suspens, des questions comme quel est le budget qu'il faut pour créer un animé, combien de temps est-ce que ça prend pour créer justement un épisode, et tout ce genre de questions, donc ils vont répondre à tout. Je vous laisse découvrir ça. Moi c'est Vincent, ça fait 8 ans que je suis au Japon. Je suis directeur BG, donc je m'occupe de tout ce qui est décor derrière les animés, les trucs qu'on se fout un peu en général. Et je fais direction des couleurs, je fais concept d'univers. Parmi les projets plus ou moins connus sur lesquels j'ai travaillé, il y a Macross. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'être directeur artistique sur mon premier gros projet en série, Somalie, le dieu de la forêt. Ken Arto, 31 ans, ça fait bientôt 5 ans que je suis au Japon. Je suis key animator, animateur clé. Je fais donc bouger les personnages et je fais bouger les FX, c'est-à-dire la pluie, l'eau, le feu. Les animations sur lesquelles j'ai travaillé, Dragon Ball Super Broly, City Hunter, My Hero Academia et JoJo Bizarre Adventure pour les plus notables. Et en ce moment, je suis sur un long métrage avec le studio 4C. Claire Launay, 26 ans, je suis animatrice au Japon depuis l'année dernière, en septembre. Et je suis comme Ken, key animateur à 8-bit. Et j'ai travaillé sur des séries comme Pokémon, Digimon. Je m'appelle Delphine Zombo, j'ai 28 ans. Je travaille au Japon depuis à peu près 6 ans. Je travaille à Capcom en tant qu'animatrice en 3D sur les cinématiques de jeux vidéo. Avant d'aller plus loin, de répondre à vos questions et de dévoiler un peu les rouages, les secrets de la fabrication d'un épisode animé, je propose de découvrir un petit peu plus sur le rôle, la fonction de chacune des personnes qui va intervenir pour savoir à peu près où est-ce qu'elle se situe dans le processus global. Moi je m'occupe des décors, donc ça peut couvrir pas mal de choses. Je fais ce qu'on appelle les concept design, c'est-à-dire en début de production, on va faire des sortes d'illustrations qui vont un peu donner le ton de l'univers. On va intégrer les personnages dedans pour voir à quoi pourrait ressembler la série au final. On va passer à la phase de design, c'est-à-dire qu'on fait des vrais design décors. Ça va être les décors tels qu'ils vont apparaître dans la série. Quand je m'occupe de la couleur, je vais décider pour chaque lieu important de l'animé quelles vont être les couleurs clés. Et ensuite, ça va servir de référence, exactement comme les designs de personnages, ça va servir de référence aux décorateurs, parce qu'il y a à peu près 300 décors par épisode à faire, donc je peux évidemment pas tout faire par moi-même. Ensuite, les décorateurs couleurs vont me renvoyer les décors, qui seront souvent de la merde, donc je vais devoir souvent corriger au moins 50% des décors, tout seul ou avec mon équipe pour avoir les décors finaux qui seront dans l'anime. On n'aura pas besoin de passer tant de temps que ça sur certains décors, mais d'autres décors en fait qui seront visibles très longtemps à l'écran, on va devoir passer beaucoup plus de temps. Alors je suis animatrice 3D pour les cinématiques de jeux vidéo, cutscene. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à animer les personnages. Pour ma part, donc les cinématiques, ça va être toute la partie histoire en fait du jeu vidéo, donc les petites les petits films que vous voyez entre chaque
chaque phase de jeu. Une place de plus en plus importante dans le jeu Voilà, on demande beaucoup plus de qualité et tout. Moi maintenant je me spécifie plus dans le réalisme, donc animation réaliste, donc de vrais personnages, de vrais monstres, enfin faut que ça a l'air réel. Comme Ken, je fais de l'animation 2D, donc le layout, ce qu'on appelle le layout, et les poses clés. Animateur, ça signifie du coup faire bouger les personnages, leur faire des actings, mais ça ne veut pas dire que les personnages, ça veut très bien aussi dire faire bouger les décors et aussi faire bouger les FX. Les FX sont donc tout ce qui est les éléments non solides comme le feu, l'eau, les nuages. L'animateur fait une réunion avec le réalisateur, avec le storyboard. Le réalisateur explique ses intentions. L'animateur du coup s'exécute. Du coup, il y a une première étape qui s'appelle le layout, qui on peut justifier ça comme rough animation, c'est-à-dire des dessins brouillons, pour montrer la première étape du mouvement au réalisateur. Le réalisateur va la valider ou pas, ou rajouter des petites corrections, qui va être ensuite envoyé au chef animateur, qui est ensuite le chef animateur qui est donc on va dire celui qui est la responsabilité de l'animation. Une fois que les corrections ont été faites, elles sont renvoyées à l'animateur. L'animateur qui a fait son animation en brouillon va du coup la mettre au propre avec toutes les ombres, toutes les lumières, tous les détails du personnage. Et une fois que ça a été fini, il renvoie au réalisateur qui va faire une dernière passe de check. Pareil pour le chef anime. Et une fois que cela est fait, c'est envoyé aux intervallistes. Intervallistes du coup qui vont faire recliner les dessins, les mettre au propre et faire les inters, du coup les dessins entre A et B pour que le mouvement soit plus fluide. Du coup, première question, c'est combien de temps faut-il pour faire un épisode d'un animé d'environ 20 minutes, donc un épisode classique? Quand on a du schedule, je dirais 3-4 mois. Et après, quand on arrive vers la fin de la série, on a très peu de schedule et du coup... C'est-à-dire du temps sur l'emploi du temps. Du temps sur l'emploi du temps. Des fois, on est capable de le faire ça en un mois, mais hardcore. Mais des fois, quand on veut prendre soin des animateurs, on fait ça en 3-4 mois. D'accord. Une petite question cette fois, ça vient pas des gens, mais ça vient de moi. Ce changement, on passe d'animés généralement de façon hebdomadaire à des animés qui se font par saison, par année maintenant. Moi je trouve que c'est bien, ouais. Parce que ça permet de maintenir une qualité. Quand on a vu certaines séries comme Naruto où ils n'ont pas arrêté la diffusion et qu'ils ont fait des fillers et tout, et tu vois une démotivation dans le spectateur. Et le fait qu'ils fassent par saison comme des séries américaines, ça maintient une certaine hype et après ça laisse un an à faire au studio pour continuer la production calmement sans se dépêcher dans les deadlines. Combien de temps pour animer un épisode? Alors ça dépend beaucoup de l'animation de l'épisode, j'imagine. En fait ça va dépendre dans la deadline qu'on a, mais si on doit, quand on a du temps, ça peut prendre 2 mois quoi, pour animer tout un épisode. Quel est le budget pour une série de 12 épisodes, ce serait 2 millions d'euros, ou de dollars on va dire. Ce qui représente en fait un seul épisode des Simpsons. L'animation japonaise, même pour faire les films, il y a des longs métrages qui sont d'une qualité folle, mais qui vont avoir genre le 40e du coup d'un blockbuster américain en termes de budget. Donc, faut savoir que l'industrie japonaise est extrêmement commerciale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adaptations, parce qu'on essaye de, plutôt de créer des projets intéressants artistiquement, on va plus essayer de banquer sur d'éventuels goodies ou des recettes qui marchent auprès des otaku qui constituent le public principal. Pourquoi certains animés sont de mauvaise qualité et ne respectent pas le manga? La grosse maladie de l'animation japonaise aujourd'hui, c'est le nombre de productions. Il est beaucoup trop élevé. 300 séries produites en un an au Japon. Donc il n'y a pas le temps en fait d'investir la qualité. Donc il n'y a pas le temps. Il y a un nombre limité en fait d'animateurs expérimentés, de talents ou de créateurs de talents. Et ils ne peuvent pas travailler sur tout. Donc la plupart des productions vont être sous-traitées lourdement à l'étranger. Les délais vont être ridicules en fait. On a laissé, moi par exemple, la production sur laquelle j'ai travaillé en tant que superviseur, j'avais pas d'équipe. J'avais un délai super court, donc il n'y avait aucun moyen de faire quelque chose de qualité en fait.
tu te retrouves dos au mur, et en fait la seule manière des Japonais d'augmenter la qualité de production dans ce cadre-là, c'est les heures supplémentaires. C'est dans ta santé et ta vie pour ta passion. Du coup, il y a de moins en moins d'animateurs parce que tout le monde part en game design ou dans des sociétés de jeux vidéo parce qu'être animateur c'est mal payé. Donc il y a de moins en moins d'animateurs et c'est aussi pour ça. Donc c'est un cercle vicieux au final. Bah c'est ça, et du coup c'est pour ça que les animateurs qui restent doivent faire encore plus de travail. Si du coup tu vois des séquences d'animation cool, c'est parce qu'en fait l'animateur s'est investi. Mais ça veut pas dire qu'il y a eu plus de budget. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est surtout ça, il en a donné sa personne pour faire de la qualité. Pourquoi certains animés à succès changent de studio d'animation d'une saison à l'autre? Genre One Punch Man par exemple. One Punch Man, c'est parce qu'il y avait eu, je crois, un petit conflit au niveau de l'auteur et du studio en termes de narration. Et le studio voulait un peu changer la narration, ce que l'auteur voulait pas. Et apparemment, du coup, c'est pour ça qu'ils ont changé de studio en fait. Ça peut être très bien un problème de calendrier ou de problème de staff, parce que le réalisateur est parti sur un autre projet et qu'en fait le comité de production, il le veut pour telle année. Et du coup, si tel studio et tel réalisateur ne sont pas dispo, on va chercher ailleurs. Et du coup, l'attaque des Titans chez Shingeki no Kyojin, c'est ce qui s'est passé? WIT Studio, c'était un directeur, c'est une personne qui voulait chercher vraiment la qualité et du coup elle menait un peu son équipe à bout. Pour maintenir toute cette qualité, WIT Studio, c'est un peu brûler les ailes. Mais faire la dernière saison, c'était un peu compliqué pour eux. Et tu le fais vraiment tout à la fin. À chaque fois, c'est vraiment un truc à la fin que tu fais à la fin. L'opening, il est vraiment décidé à la fin. C'est pour ça que des fois, dans le premier épisode, t'as pas d'opening parce qu'il est pas encore fini. D'accord. Et il apparaît plus vers l'épisode 2-3. Ouais. Donc l'opening, en fait, il peut y avoir deux solutions, l'opening et l'ending. Il y a des openings qui vont avoir un gros aspect créa. Donc on va mettre une vraie direction artistique dans l'opening qui sera différente de la direction artistique de la série. Ou sinon on va juste remixer en gros des plans de la série en augmentant la qualité pour avoir quelque chose d'assez lambda qui va suivre. Donc on va plus miser en fait sur la chanson et sur le nom de la chanteuse ou du chanteur qu'on aura mis dans l'opening. On y pense un peu à la fin, on voit quel budget il nous reste. On voit, est-ce qu'on veut faire quelque chose d'original ou est-ce qu'on veut juste faire quelque chose d'efficace. Les prix des plans sur un opening sont plus chers que les prix de la série d'un épisode. D'accord. Bosser sur un opening, c'est plus valorisant. Moi, en tant que directeur de décor, je vais faire une fraction des décors de la série. Je vais faire les décors les plus importants et je vais corriger tous les décors qu'on va m'envoyer, qui vont être faits par un studio de décor. Mais par exemple, on va me demander de faire tous les décors d'un opening. Parce que la qualité des décors de l'opening et la qualité de l'animation doit être gérée par les superviseurs. Comment se fait le choix des couleurs lors de la transition manga-papier vers animé? Il y a deux personnes qui sont en charge des couleurs sur un animé. Donc il y a une personne qui s'occupe de la couleur des personnages et une autre qui s'occupe de la couleur des décors. Donc il faut savoir qu'en général, on appelle ça une adaptation, donc c'est jamais une adaptation littérale de ce qui se trouve dans le manga. Pour adapter au format animé, en fait, il va falloir faire beaucoup d'ajustements et être designer de couleurs de personnages, même lorsqu'il s'agit d'une adaptation, c'est un vrai métier. Parfois, les couleurs des personnages vont être différentes des couleurs qu'on voit dans le manga. Souvent, en fait, les designs d'un animé vont être beaucoup plus solides que les designs d'un manga, puisqu'il faut que les personnages bougent dans l'espace. Donc il faut qu'il y ait un côté synthétique, c'est-à-dire simplifier les personnages tout en les rendant plus solides dans l'espace. Il y a assez peu de mangas qui sont en couleur, et les mangaka ils peuvent se permettre plein de libertés qu'on peut pas se permettre en animation. Imaginez le personnage quand il fait nuit, quand il fait jour et tout, il y a toute cette gamme de couleurs qu'ils doivent créer. Et du coup, c'est pas la couleur normale, c'est couleur genre petit matin, couleur midi, couleur du soir et tout. Donc c'est un vrai travail pour imaginer toute la gamme colorée d'un personnage. Tu vois. Alors, il faut combien d'images papier pour faire une scène d'animation? Ça dépend de la scène Bien sûr, ouais, c'est une question où, tu vois, comme on a le plan tout naturel d'un personnage qui parle, il te suffit 3 images. Mais quand tu as une séquence d'action, j'ai fait une animation d'un personnage qui bouge dans le ciel, il y avait au moins 34-35 dessins. D'accord. Mais ça, c'est juste les poses clés. Ouais. Pas avec les inters ou entre les poses A et B où il faut mettre des dessins. Avec les inters, 50, je dirais.
50 images pour 7 secondes. Qui choisit en fait d'incorporer de la 3D dans une série d'animation? C'est une manière d'économiser du budget et de la, Au moins, en fait, la capacité de travail. C'est vraiment l'avantage- de l'économie, la 3D c'est utilisé pour Voilà. de l'économie maintenant. L'avantage de la 3D, c'est que une fois que tu as ton personnage modélisé, donc c'est-à-dire la marionnette, en fait, c'est vraiment comme de la stop motion. T'as la marionnette, tu prends ta caméra et tu prends des photos en fait. Alors que le processus 2D, tu dois redessiner à chaque fois ton robot, image par image, et s'il a des petits détails, je sais pas, il est un peu punk ou je sais pas quoi, il a des trucs, il va falloir que tu redessines la boucle d'oreille plus la simulation enfin, c'est galère. Ouais, alors que là au moins t'as la 3D, t'as le perso, t'as un animateur qui va le bouger un petit peu, enfin c'est beaucoup plus simple. Pourquoi tu rigoles toi? Moi j'imagine le robot punk qui est... Mais oui, moi j'ai le Il a la boucle d'oreille. Moi j'ai un Square Enix, tous mes trucs qui sont un peu... Mais t'es une ouf. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc dans cette première partie, on s'est vraiment focus sur la création de l'animé, etc. Et dans la deuxième partie qui sortira du coup la semaine prochaine, et bien là on parlera plus de l'expérience vraiment humaine. Comment est-ce que c'est que de travailler dans ce milieu-là? Est-ce que c'est aussi difficile que l'on puisse imaginer? Est-ce que c'est difficile justement d'y rentrer, etc. Donc vous allez découvrir un max de choses et personnellement c'est la partie qui m'a le plus surprise en fait. Donc voilà, soyez là, soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. Vous avez vu, je vous fais participer parce que vous aviez l'occasion de leur poser des questions. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de cette petite troupe joyeuse, hein, ils font des choses très sympathiques et vous pouvez d'ailleurs en voir beaucoup plus sur leur profil Instagram, etc. Donc je vous ai mis les liens dans la description. Sur ce, moi je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours fidèle au poste, tchou tchou bye bye et à la semaine prochaine. Yeah.